Dans le podcast de cette semaine, j'ai le plaisir de discuter avec Sylvain Connac. J'avais envie de mieux définir le terme d'autonomie, cette thématique au cœur de mon métier d'enseignante, mais aussi de maman. Mais comment les rendre autonomes? Que puis-je faire pour les aider à construire leur autonomie? J'avais clairement besoin de réponses. Toi aussi? Alors tu vas adorer ces conseils. Alors bonjour Monsieur Connac, j'ai le plaisir de vous recevoir. Je vais vous présenter rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc vous occupez les fonctions d'enseignant et de chercheur en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier, mais vous êtes aussi ancien professeur des écoles et vous faites beaucoup de recherches en pédagogie. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la thématique de l'autonomie. Alors grande question évidemment pour les enseignants, mais aussi pour les parents. Comment acquérir cette autonomie auprès de nos jeunes. Et donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet et partir peut-être sur une première définition. C'est quoi l'autonomie pour vous? Comment vous définiriez ce terme? Bonjour en tout cas et merci beaucoup de me solliciter pour qu'on puisse échanger. Moi, je suis davantage spécialiste des pédagogies scolaires que des pédagogies parentales. Mhm. Là, moi, je travaille avec des enseignants et des élèves et pas avec des familles et des enfants ou des adolescents. Alors après, il y a un certain nombre de transferts qui sont possibles dans le champ de l'éducation et notamment, je pense, en matière d'autonomie. Euh, alors, votre question est importante là parce qu'il y a beaucoup de confusion derrière la notion d'autonomie. Et la confusion principale, c'est de penser que être autonome, c'est être seul. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. La définition qui fait un peu consensus euh, en matière d'autonomie, je l'emprunte à mon collègue Philippe Fauré de l'Université de Saint-Étienne en France et qui définit l'autonomie comme une capacité de pouvoir être son propre gouvernement. Euh, il explique que être autonome, c'est être capable de se diriger soi-même dans nos mondes, dans nos environnements. Et pour bien définir la notion d'autonomie, il explique que c'est l'exact contraire de ce qu'on appelle l'assistanat. On n'agit pas sous la loi d'un autre. On agit selon les lois que l'on se donne. Et ça serait ça. Ça serait ça l'autonomie. Et après, Philippe Fauré, qui est un philosophe de l'éducation, ce qui est surtout intéressant dans ses travaux, ce sont les déclinaisons qu'il donne à l'autonomie. Il explique très bien qu'il existe plusieurs formes d'autonomie qui seraient un peu comme des poupées russes. Mhm. Elles sont imbriquées les unes dans les autres. Euh, la forme d'autonomie qui est la plus facilement à construire, c'est ce qu'il appelle une autonomie fonctionnelle. Ça se traduit par agir par soi-même, être capable d'agir par soi-même. C'est-à-dire de ne pas attendre euh, que quelqu'un nous dise systématiquement ce qu'il faut qu'on fasse pour se mettre en activité. Donc, ça veut dire mettre en ordre les moyens, ça veut dire tenir compte des difficultés qu'on peut rencontrer, ça veut dire ne pas attendre que quelqu'un nous dise de faire quelque chose pour essayer de le faire par soi-même. Mhm. Voilà. C'est ça l'autonomie fonctionnelle. Donc ça, dès le plus jeune âge, moi je vois des enfants en école maternelle, je ne sais pas comment vous dites On dit en en Belgique, maternelle c'est pas aussi. l'école Oui, on dit maternelle maternelle, aussi. voilà. Ouais. Je vois des enfants en école maternelle qui déjà sont accompagnés dans de l'autonomie et qui développent une autonomie fonctionnelle qui est assez avancée. La deuxième forme d'autonomie que décrit Philippe Fauré, c'est ce qu'il appelle l'autonomie morale et juridique. Ça se traduit plutôt par la phrase choisir par soi-même. Et notamment, euh, arriver à choisir pour des élèves à l'école, faire son travail ou on dit procrastiner. Mhm. Je ne sais pas si ça existe, ça, en Oui, tout Belgique, à ce fait. Oui, mot. oui, on a des procrastinateurs comme élèves, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire choisir entre se donner les moyens de faire ce qui était prévu, quitte à ce que ce soit peut-être un peu difficile, plutôt que de dire, oh, ben, je le ferai plus tard. Mhm. Voilà. Et ça, voilà, c'est ce qu'il appelle une deuxième forme d'autonomie qui est un peu plus exigeante que la première. Et c'est apprendre à choisir par soi-même
parmi tout ce qui nous est possible, et notamment la possibilité de ne rien faire. Donc ça concerne à l'école le travail des élèves, mais de manière plus générale, en dehors de l'école, cette autonomie morale et juridique, c'est le pouvoir faire des choix dans sa vie, de conduire sa vie en déterminant des priorités, d'arriver à déterminer ce qu'en philosophie on appelle une vie bonne. C'est-à-dire quelle définition on arrive à donner à la notion de bonheur et quels sont les moyens que l'on se donne pour tendre vers nos propres conceptions de la joie de vivre. Mhm. Pour la troisième forme que donne Philippe Fauré, l'autonomie, alors là, une seule vie ne suffit pas à la satisfaire, c'est ce qu'il appelle l'autonomie intellectuelle ou l'autonomie réflexive. Là, c'est la capacité à penser par soi-même. Après, agir par soi-même, choisir par soi-même, il y aurait penser par soi-même. Et ça, c'est extrêmement difficile euh, parce qu'on subit des Ouais, c'est influences, vrai. parce que c'est facile d'être d'accord avec ce que dit quelqu'un. Penser par soi-même, c'est pas être toujours contre, c'est pas ça. C'est arriver à adopter comme réflexe systématique de se demander si ce que dit un autre ou si ce que dit quelqu'un d'influent dans nos groupes, nos relations, je le partage aussi d'un point de vue raisonnable et rationnel. Mhm. Et est-ce que ça me semble juste et logique, ce qui est en train d'être dit? L'autonomie intellectuelle, moi j'ai eu la chance de l'étudier, cette forme d'autonomie. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la philosophie avec les enfants, Ok. qui est une pratique assez développée dans les écoles belges. Et, et pour expliquer aux enfants ce que c'est qu'arriver à penser par soi-même, je leur disais, ben, quand il y a une idée qui te vient en tête, le principe, c'est de ne pas d'abord dire cette idée. C'est de réfléchir euh, au fondement de cette idée. Est-ce que cette idée, tu la trouves juste et logique? Et à ce moment-là, si tu réponds oui à ces deux questions, là, tu peux la dire. Ok. C'est-à-dire, plutôt que de dire seulement ce qu'on pense, de penser ce qu'on veut dire, de manière à ce que ça puisse être entendu par les autres. Mhm. Et puis apprendre à ne pas être systématiquement d'accord avec le dernier ou le plus influent qui a pris la parole dans la classe, par exemple. Voilà. Euh, et donc ça conduit après l'autonomie intellectuelle à articuler des processus de pensée qui sont spécifiques, comme de l'argumentation ou de la conceptualisation. Par exemple, essayer de faire ce qu'on est en train de travailler maintenant, d'essayer de définir les mots qu'on utilise. Parce que plein de fois, on utilise des mots, on pense que tout le monde met le même sens derrière, alors que Mhm. pas du tout. Et puis essayer aussi, on dit, de problématiser, c'est-à-dire ça nous paraît évident, mais se dire c'est bizarre que ce soit évident quand même. C'est-à-dire quels sont les problèmes euh, que je gagne à identifier parce que ce qui me semble évident là a bien fonctionné. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Est-ce que ça a un caractère universel? Mhm. Et ça permet justement de considérer la singularité des autres dans l'exercice de sa propre liberté. Mhm. C'est intéressant les trois niveaux, enfin trois différentes manières de déjà concevoir ce terme d'autonomie. Euh, Par rapport aux enseignants qui sont tous les jours confrontés à cette notion, parce que le mot autonomie, il est utilisé tout le temps. Je pense dans les bulletins, dans les classes, on demande aux enfants d'être autonomes au niveau scolaire déjà. Je pense que c'est à peu près la même chose à la maison. Mais c'est quoi pour vous les facteurs vraiment indispensables si un enseignant nous écoute, de dire c'est quoi les facteurs importants auxquels ils doivent être attentifs s'ils veulent construire l'autonomie des jeunes dans leur classe? Alors, la première idée, c'est de se méfier de l'autonomie. C'est un gros piège pédagogique, l'autonomie. Plus il y a d'autonomie dans une classe, plus on prend des risques de perdre des enfants qui se noient dans trop de liberté. Et malheureusement, ça arrive souvent. Hein. Les sociologues de l'école, ils l'expliquent très bien, ça. Hein. Euh, Souvent, le fait d'attendre que des élèves autonomes, ça se traduit en fait pour beaucoup d'entre eux comme une forme d'abandon. Un peu comme si la phrase "sois autonome", ce soit une injonction qui veut dire au final "laisse-moi tranquille, ne me dérange pas". Mhm. Et ça, c'est un vrai problème parce que euh, c'est un déni d'éducation. C'est-à-dire, on laisse tout ce qui est de l'ordre de la prédestination sociale agir en lieu et place de ce qui pourrait être construit par la pédagogie. Et donc,
la plus grosse vigilance, c'est ça, c'est de se dire l'autonomie ne se construit pas sans éducation. Mhm. C'est pas inné l'autonomie. Et ça demande un accompagnement qui, pour certains enfants, peut être même très long. Il y a même des adultes qui ne sont pas encore Mhm. autonomes, hein. Ils Tout à peuvent fait. être indépendants financièrement, mais qui ne sont pas encore autonomes et qui restent pendant très longtemps dans leur vie dans ce qu'on appelle des états de minorité. Ils sont dans des états de dépendance et d'emprise à d'autres personnes. Mhm. Donc voilà comment on peut aider des élèves à construire de l'autonomie. Euh, Ça peut passer par, euh, on appelle ça une formation à l'autonomie. C'est-à-dire les préparer en leur disant, voilà, il y a des moments là dans la classe ou dans les cours où je vais vous donner la possibilité d'être autonome. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, par exemple, que vous allez faire des choses auxquelles moi, je vais pas directement, dont je vais pas directement vous dicter l'activité. Mhm. Vous allez devoir choisir un certain nombre d'éléments et notamment choisir entre travailler et ne pas travailler. Ça va être compliqué. Euh, mais c'est ça ce qu'on entend par autonomie. Mhm. Donc, moi, je connais des enseignants qui font voilà, qui posent des questions avec des pièges aux enfants du style euh, pendant du travail autonome, est-ce que tu dois travailler seul, travailler avec les autres, travailler avec l'enseignant, ou ne pas travailler du tout? Donc, il faut cocher la bonne réponse. Et, et tant que les élèves n'ont pas répondu les trois premières réponses, ben c'est pas bon. Voilà, Mhm. c'est ça la formation à l'autonomie. Leur expliquer ce que c'est et surtout ce qui est attendu. Euh, on dit souvent, on veut expliciter ce qui est attendu de manière à ce que les élèves pour qui c'est pas évident, et il y a beaucoup d'élèves pour qui c'est loin d'être évident, ils puissent accéder à ce qui est attendu à travers ces moments-là. Mhm. Euh, le- le- la deuxième précaution pédagogique sur les pédagogies de l'autonomie, c'est de ne pas confondre autonomie et individualisme. Ne pas confondre travail en autonomie et travail seul. Mhm. Un élève qui fait le choix, parce qu'il n'y arrive pas tout seul, de demander de l'aide à quelqu'un, il est très autonome. Un élève qui reste tout seul et qui bloque dans son travail tout seul, il n'est pas autonome. Ça nécessite d'être expliqué aux élèves, mais aussi d'être organisé. Mhm. Par exemple, les classes où les enseignants donnent la possibilité aux élèves de coopérer, de s'entraider, de faire à plusieurs les mêmes exercices, de demander de l'aide à quelqu'un, d'apporter de l'aide à d'autres. Euh, Ça, ce sont des classes où l'autonomie est extrêmement intéressante. Mais voilà, pareil, ça nécessite d'être organisé, d'être expliqué, d'être cadré, parce que c'est pas Mhm. une classe où il y a l'autonomie, c'est le contraire d'une classe où il y a où il y a la pagaille, hein. Il y a de la vie, mais il n'y a pas de désordre. Mhm. C'est très intéressant ça, parce que c'est vrai que souvent, je retiens quand même l'idée, c'est pas faire seul et ça se cadre, ça s'organise, ça se Ouais. construit progressivement avec les élèves. Et comme vous dites, c'est vivant, les élèves sont actifs, mais tout ça est bien cadré. Et c'est l'enseignant qui est aux commandes quand même dans le cadre qui est placé. Ah oui, c'est ça, c'est l'enseignant. On dit, il y a une pédagogie de l'autonomie là qui est allée très loin dedans, c'est ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle. Mhm. Et elle définit l'enseignant comme étant celui qui est l'auteur des institutions zéro. C'est-à-dire, c'est lui qui va, au départ, impulser les premières formes de travail. Euh, Ça passe, par exemple, là, sur ce qu'on a appelé les degrés d'autonomie. C'est-à-dire, on peut partir en début d'année, là, quand les élèves arrivent en classe, sur le fait que tous sont autonomes, hein, avec un principe d'éducabilité. Tous Mhm. sont capables d'être autonomes, donc tous sont autonomes. Mais assez rapidement, par exemple, au bout d'une semaine, faire le point pour voir comment chacun des élèves dans la classe a vécu cette autonomie. Et là, il va y avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il y en a certains qui vont se régaler et s'épanouir pleinement dans toute cette autonomie. Donc, ceux-là, on va pouvoir les laisser continuer, puisque ça ne pose aucun problème, bien au contraire. Et puis, il y en a d'autres qui vont complètement se noyer, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ce qu'on leur fasse autant confiance et qu'on ne les guide pas systématiquement. Et donc, les degrés d'autonomie, c'est ça, ce sont des restrictions dans l'exercice des libertés
des enfants qui ont le besoin le plus d'être accompagnés par les adultes. Mhm. Donc on va leur dire, mais c'est pas du tout une sanction, mais je vais plus t'aider toi que les autres pour que tu puisses réussir ton travail. Mhm. Et par exemple, si on leur donne, si on donne la possibilité à des enfants de choisir parmi plusieurs exercices à faire, ceux qui sont en petit degré d'autonomie, qui ont besoin le plus d'être accompagnés, ben, c'est nous qui allons leur dire, ben voilà, ben tu vas commencer par cet exercice-là. Et puis tu vas peut-être, dis-moi d'abord la consigne, qu'est-ce que tu as compris de la consigne? De manière à ce qu'ils puissent à la fois bien comprendre ce qui est attendu et aussi réussir Mhm. ce que l'école a et ouvrir des espaces d'autonomie et voir comment ça se passe. Il y en a certains, ben, ils ont compris du premier coup, paf, et donc ils basculent dans de véritables apprentissages autonomes. Et il y en a d'autres, il faut revenir sur des périodes d'accompagnement. Mhm. C'est intéressant parce que de nouveau, Et c'est le respect du rythme aussi de chacun et comme vous dites, certains seront plus rapidement autonomes que d'autres. Et donc, lorsque l'autonomie n'est pas là, la guidance reste quand même de mise, quoi. moi, je parle même pas seulement de rythme, mais c'est tout simplement, c'est un apprentissage, Mhm. l'autonomie. On ne naît pas autonome, on le Mhm. devient par l'éducation. Et il y en a certains qui ont appris l'autonomie par leurs premières éducations familiales et qui arrivent à l'école avec ces habiletés-là. Et il y en a d'autres qui doivent être accompagnés parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là. Mhm. Et puis il y en a certains qui apprennent plus vite que d'autres aussi, pour des raisons diverses et variées. Voilà, et donc c'est un véritable travail pédagogique d'accompagnement au développement de l'autonomie. Mhm. Alors, Et oui. une autre façon, pardon, d'accompagner la construction de l'autonomie chez des enfants ou des adolescents à l'école, c'est de faire régulièrement des bilans, des bilans réflexifs où il y a une technique en pédagogie là qui est assez connue, c'est celle qu'on appelle le bilan météo, avec nuages, soleil et pluie avec la main là. Mhm. Et on demande aux enfants en fin de journée, à l'école primaire par exemple, ou à la fin d'un cours dans le secondaire, comment ils ont trouvé leur comportement dans le travail pendant cette journée ou le cours. Donc s'ils font soleil avec la main, c'est que bah, tout va bien. S'ils font nuage, c'est que c'était pas trop mal, mais il y a eu quelques difficultés, quelques problèmes. Et s'ils font pluie, c'est que voilà, il y a de véritables soucis. Mhm. L'enseignant peut aussi faire ce bilan et en profiter pour rappeler un certain nombre de choses, du style, je vous rappelle que quand vous êtes en autonomie, le principe, c'est de ne pas travailler tout seul. Sauf si, en étant tout seul, tout va très bien. Mhm. Mais si on a vu, par exemple, qu'il y a des enfants qui sont restés tout seuls et n'ont pas avancé dans leur travail, on peut le dire sans désigner des enfants. Mhm. Et c'est la succession, la régularité de ces bilans qui fait que progressivement, ça devient des habitudes de classe. Mhm. Ok. Alors, je vois plein de choses transférables parce que vous avez dit dès le départ, moi, je ne suis pas spécialisée pour la gestion des enfants à la maison, c'est plus avec des élèves que vous travaillez. Pourtant, il y a plein de choses qui sont assez similaires parce que c'est vrai que moi, si je prends ma casquette de maman, comment rendre autonome quand ils doivent ranger leur chambre, quand ils doivent créer ces routines, se mettre au travail quand ils rentrent de l'école, pouvoir gérer les vêtements, le rangement des vêtements dans la chambre, etc., etc. J'en passe. Quel serait en tout cas, si vous deviez donner un conseil aux parents qui ne sont pas pédagogues, qui n'ont peut-être pas cette expertise-là, mais qui veulent créer et progressivement créer l'autonomie parce que c'est la même chose à la maison, un enfant n'est pas l'autre. Vous l'avez dit, on ne naît pas autonome, on le devient. Alors à la maison, comment on va pouvoir aider en tout cas nos enfants à gagner progressivement en autonomie? Est-ce que les règles sont les mêmes? Est-ce que le système est le même? Ou est-ce qu'il y a d'autres petits trucs, astuces qui pourraient aider les mamans qui nous écoutent ou les papas? L'autonomie, c'est pas de la discipline, hein. C'est-à-dire si par exemple nous on ressent le besoin que la chambre de nos enfants soit rangée, Mhm. c'est de la discipline. Ok. Et ça serait un peu de la démagogie que de faire croire aux enfants que c'est eux qui ont besoin de ça alors que ça les dérange absolument pas que ce soit la pagaille dans leur chambre. En revanche, on peut très bien dire à nos enfants, bah, pour moi, bien vivre en famille, c'est vivre dans une maison qui est rangée. Mhm. Et donc, on se donne tous les moyens que nos espaces de vie soient rangés. Et donc, voilà, ça se discute pas. Il faut que ta chambre, comme la mienne, comme la salle à manger ou la cuisine, ce soient des endroits qui soient rangés. Et donc, ce que je te demande,
c'est que ta chambre soit rangée, pas forcément tout le temps, mais par exemple, je sais pas, une fois par semaine, ou une fois tous les 3 jours, ou tel jour dans la semaine, enfin peu importe. Mais ça, c'est de la discipline. Mhm. Et qu'un enfant range sa chambre ou pas parce qu'on lui demande de le faire, c'est pas ça l'autonomie. Mhm. Pas ça l'autonomie. Après, s'il n'a pas rangé sa chambre, effectivement, on peut rappeler la règle et puis insister sur la construction de la discipline. Et la discipline se construit notamment par cette solidité de la règle. Mhm. Si je Si, prendrais... si notamment le papa il dit range ta chambre et que la maman elle dit qu'elle est moins à cheval là-dessus, ou l'inverse, hein, peu importe. Mhm. Bon, ben là, il va y avoir des problèmes de construction de la discipline, mais pas de l'autonomie. Mhm. C'est pas la même chose. Je prends un autre exemple. Moi, j'ai le cas avec le plus jeune à la maison. Il y a une difficulté au niveau de l'autonomie de la gestion du travail scolaire, mais à la maison. C'est-à-dire que, par exemple, il est pas autonome dans la mise au travail ou il va pas forcément avoir il va pas faire le choix de préparer ses affaires pour pouvoir savoir ce qu'il doit faire. Donc, on est toujours un peu moteur. C'est-à-dire que si on lui pose la question, alors il va commencer à se mettre en chantier de réflexion, mais il a toujours besoin qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois avec lui, et puis finalement, si nous, on ne pose pas la question, lui, il reste très, très passif par rapport à ça. Qu'est-ce que vous proposeriez? Alors, je vais être embêtant encore sur les termes, mais pour moi, ça, cette histoire de devoir à la maison, c'est pas de l'autonomie, c'est de la responsabilité. OK. Et la responsabilité, c'est encore plus intéressant au niveau éducatif que de la seule autonomie. La responsabilité, c'est le fait de réguler son propre comportement. Mhm. Et c'est vis-à-vis de soi en termes de sérieux, mais aussi et surtout vis-à-vis des autres. Et donc là, par rapport au devoir, il peut y avoir 2 types de responsabilités. C'est-à-dire des enfants qui ont compris que les devoirs, ça peut leur rendre un service à eux. Alors là, c'est super, hein, parce que généralement, en tant que parent, on n'a plus rien à faire. Mhm. Ils ont compris que c'était pour eux, donc ils se mettent directement au travail. Ça, c'est le cas notamment dans les écoles où, de retour en classe, il y a une petite activité pour exploiter le travail à la maison. Et où les enfants doivent assumer, d'où la notion de responsabilité, ils doivent assumer le fait d'avoir bien fait leur devoir ou pas. Mhm. Et ceux qui l'ont bien fait, ben, ils peuvent participer pleinement à l'activité. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ils assument le fait d'être un peu handicapés par rapport à leurs camarades qui l'ont fait. Mais après, il y a une autre forme de responsabilité, c'est-à-dire de penser que ce qui compte, c'est aussi de faire plaisir aux gens qui comptent pour nous. Et pour des enfants, les parents sont des personnes Mhm. qui comptent forcément. Et ça, cette histoire-là, elle peut se discuter avec des enfants. Mais c'est pas de l'autonomie, c'est-à-dire ils vont pas faire ça forcément pour eux. Ils vont faire ça parce que ça va nous procurer du plaisir ou du bien-être grâce à leur responsabilité. Mhm. Donc on peut très bien dire aux enfants, alors c'est un des leviers de ce qu'on appelle la communication non violente, c'est-à-dire que j'ai besoin en tant que papa ou en tant que maman que le soir, quand tu as des devoirs à faire, que j'ai pas à t'obliger et à te répéter de faire les devoirs tous les jours. Mhm. Et ça me ferait plaisir si tu arrivais à le faire par toi-même. Et ces situations-là seront de l'ordre de la responsabilité dès lors que les enfants vont arriver à donner de l'importance à leurs engagements pour satisfaire les besoins d'autres personnes. Mhm. Et ça, c'est pleinement humain, en fait, la notion de responsabilité, parce que sur les théories de l'épanouissement personnel, on est aujourd'hui, là, dans les sociétés occidentales, on est un peu pollué par les conceptions, certaines conceptions orientales du bonheur à rechercher au plus profond de soi-même. Quand on ne va pas bien, il faut faire la paix intérieure et aller chercher par de l'attention, de la concentration. Des fois, même certains parlent de méditation, Mhm. les ressources qui nous permettent de mieux être dans la relation aux autres. Mais ça, c'est une conception partiale de l'accès au bonheur. Il y a plein d'autres philosophes qui expliquent que le bonheur se construit dans la relation aux autres. Mhm. Et on peut très bien ressentir un moment très intense de satisfaction euh,
en constatant que son propre comportement a déclenché la satisfaction de personnes qui nous tiennent à cœur. Mhm. Ça porte un nom, ces situations-là, c'est ce qu'on appelle de la générosité. Et pourquoi la générosité est quelque chose qui est tellement puissant dans les relations humaines, c'est que ça produit du plaisir chez celui qui se montre généreux. Mhm. De la même manière que lorsque on offre un cadeau à quelqu'un, le plaisir de celui qui offre est souvent supérieur au plaisir de celui qui reçoit. Mhm. Tout à fait. Donc, c'est le même levier sur la responsabilité dans l'éducation des enfants, à l'école ou à la maison. Mhm. Hein. C'est-à-dire leur donner la possibilité d'être convaincus que leur vie est importante pour les autres. Mhm. Et qu'à chaque fois qu'ils auront l'impression ou la certitude d'avoir rendu service à quelqu'un, ça leur procurera du plaisir. Il y a un mouvement d'éducation de jeunesse là qui est très fort sur ces questions-là, c'est le scoutisme, Mhm. qui parle de la bonne action quotidienne. Mhm. Mais c'est cette idée-là, c'est pas de la générosité désintéressée, c'est le fait qu'en se donnant comme règle de vie le fait de chaque jour au moins d'avoir rendu service à quelqu'un, c'est se donner la possibilité de témoigner d'expériences où on est fier de soi. Super. Un tout grand merci en tout cas pour toutes ces bonnes idées très concrètes, très pratico-pratiques. Et c'est intéressant d'avoir nuancé vraiment ce terme d'autonomie parce que c'est vrai qu'il est beaucoup utilisé et peut-être pas toujours correctement. Donc je pense qu'on a bien différencié l'autonomie, la responsabilité, mais aussi la discipline qui sont encore donc des choses différentes. Un tout grand merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Des informations, on peut retrouver des informations parce que vous êtes auteur de nombreux ouvrages. On peut retrouver les différents ouvrages que vous avez écrits. Je sais que vous avez écrit pour ESF Sciences, mais vous avez aussi écrit avec Monsieur Zacharczuk, qui est aussi auteur très, très connu. Il y a un site internet où on peut retrouver toutes les informations. Non, moi je fais partie du collectif des cahiers pédagogiques. Donc voilà, les cahiers pédagogiques, c'est une revue où ces idées-là de pédagogie humaniste sont particulièrement explorées. Tout grand merci en tout cas. On partagera en lien toutes les différents ouvrages aussi pour donner accès plus facilement à vos différentes publications. Et voilà, encore un tout grand merci. Et nous, on se retrouve pour un autre podcast d'ici 15 jours. Merci beaucoup. Merci à vous.